Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre chaîne, l'audition de Patrick Roméo, le président directeur général de Shell France, sur les enjeux liés aux ZEE, les zones économiques exclusives d'outre-mer. Avec 11 millions de kilomètres carrés, ces zones permettent de bénéficier à la France, qui est le 5e domaine maritime mondial, d'importantes ressources marines. Et récemment d'ailleurs ont été découvertes et exploitées de nouvelles zones océaniques profondes d'énergie en Guyane. Et c'est pourquoi Patrick Roméo défend un projet de forage pétrolier en Guyane. Tout de suite donc, direction la salle Médicis pour l'audition de Patrick Roméo, le président directeur général de Shell France. Très bonne matinée à tous sur Public Sénat. Monsieur le Président de Shell France, mes chers collègues, le président de notre délégation à l'outre-mer, notre collègue de la Martinique, Serge Larcher, est malheureusement, me dit-on, retenu chez lui pour des raisons de santé. Et il m'a demandé de bien vouloir le suppléer en tant que vice-présidente. Et il vous adresse à toutes et tous ses vœux chaleureux pour 2013 et il compte nous retrouver bientôt. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Patrick Roméo, président de Shell France, et à son équipe. Vous étiez, Monsieur Roméo, venu le 31 mai 2012 nous présenter le projet d'exploration pétrolière au large de la Guyane. Votre audition, fort intéressante, avait alors duré plus de 2 heures, sans parvenir à épuiser totalement l'ordre du jour, ni étancher complètement notre curiosité. Nous étions donc convenus de nous revoir lorsque les opérations d'exploration offshore auraient progressé, ce qui nous permet de vous revoir aujourd'hui. Nous n'avions en particulier abordé que sous un angle assez théorique les retombées régionales en termes économiques et d'emploi. Nous voulons donc faire un point concret avec vous sur cette question qui, à nos yeux, est capitale. Au-delà du projet d'exploration pétrolière en cours au large de la Guyane, un nouveau sujet est par ailleurs venu enrichir notre réflexion sur les enjeux des zones économiques exclusives ultramarines. C'est le sujet de la réforme du code minier. Nous souhaitons recueillir votre sentiment sur ce dossier qui viendra prochainement en discussion au Parlement et en particulier savoir s'il convient, selon vous, de ménager une lisibilité spécifique au sein du futur code minier pour le régime relatif à l'exploration et l'exploitation des produits pétroliers. Mais dans un premier temps, nous aimerions que vous dressiez un bilan des 2 forages déjà effectués, si c'est bien cela, du point de vue environnemental notamment, et que vous traciez les perspectives des opérations envisagées pour 2013. Donc je récapitule. Nous avons une trame d'entretien aujourd'hui autour de 3 thèmes. Tout d'abord, le point d'actualité à la suite du 2e forage et les perspectives pour 2013. En second, les avancées relatives aux retombées économiques régionales en termes de formation et d'emploi et pour le développement économique de la Guyane. Et enfin, 3e thème, la position de Shell France sur le projet de réforme du code minier. Je vous propose donc de procéder nous allons vous entendre et ensuite nous procéderons à un échange avec les sénateurs à l'issue de la présentation de chacun de ces points. Ça permettra d'animer un petit peu l'échange. Si mes collègues co-rapporteurs sur le dossier, Jean-Étienne Antoinette, et sénateur de la Guyane, et Joël Guerriau, sénateur de la Loire-Atlantique, n'ont rien à ajouter à ce stade, je vais vous céder la parole, mais je les interroge d'abord pour savoir s'ils souhaitent intervenir à ce point de notre rencontre. Non ? Très bien. Alors, je souhaiterais que nous nous efforcions tout de même de nous cadrer dans un temps raisonnable. Il me semble qu'en 1h30, nous devrions pouvoir aborder méthodiquement ces trois thèmes. Alors, je vous donne la parole, si vous voulez bien, Monsieur le Président.
Merci Madame la Présidente. Alors permettez-moi de vous présenter également mes meilleurs vœux à vous-même ainsi qu'à la représentation nationale. Je vais donc commencer par le point d'avancement du projet. Pour rappel, c'est un projet qui a commencé dans sa phase active, je dirais, en 2010, par acquisition de données sismiques qui ont permis d'identifier des réservoirs cibles à forer. Et un premier forage en 2011 a permis de faire une première découverte de pétrole dans une grappe de bancs de sable enfouis à 5000 mètres sous terre qu'on appelle Zedius. Donc Zedius 1, premier forage, a été un succès, en ce sens qu'il a confirmé l'existence d'hydrocarbures, donc d'une roche-mère, de réservoirs de bonne qualité et d'un système étanche pour que ces hydrocarbures accumulés au cours des siècles soient toujours ici. Donc suite à ce premier succès, nous avons entamé un deuxième forage sur la même grappe de bancs de sable, si je peux dire, mais un peu en amont. Imaginez un système de rivière souterraine avec un espèce de delta qui se forme sous terre. Et donc, nous avons détecté du pétrole dans un programme. Nous sommes remontés un peu en amont pour vérifier s'il y avait également présence d'hydrocarbures à cet endroit. Donc, nous avons foré à 5 km à l'ouest et en amont de Zedius 1, qu'on appelle GMES 1 dans notre jargon. Donc le forage a été un grand succès technique, en ce sens qu'il s'est déroulé conformément au programme, sans aucun accident ou incident. Nous avons atteint la profondeur de 6200 mètres le 3 décembre 2012 et nous avons hélas dû constater que les réservoirs cibles étaient vides d'hydrocarbures. Donc une déception, je dirais, en termes d'exploration, une satisfaction en termes d'opération, mais une déception en termes d'exploration. Ça représente une perte sèche de combien? C'est un investissement très lourd, eu égard au coût du bateau. Oui, c'est un investissement très lourd, mais toute la logique de l'exploration, c'est que nous ferons à chaque fois avec une probabilité de succès faible, et c'est donc, si nous avons raison dans nos concepts, l'addition de ces forages qui doit nous permettre de détecter un gisement commercial. Donc je dirais, premier succès, le premier coup, c'était extraordinaire. Nous avions moins de 20% de chances de succès et nous avons eu un succès, donc c'était vraiment très bien. Deuxième forage, déception. Ça veut dire qu'il nous faut chercher d'autres poches d'hydrocarbures dans d'autres réservoirs. Et c'est ce que nous avons commencé maintenant. Alors, lorsqu'on termine un forage comme celui qu'on a terminé en décembre 2012, il s'agit ensuite de reboucher le puits, puisqu'il est évident qu'il faut que le système soit dans un état tel qu'il ne puisse pas y avoir de fuite, je dirais, de fluides souterrains dans l'environnement, que ce soit de l'eau, des hydrocarbures, etc. Et donc, ce bouchage du puits a été réalisé conformément au programme approuvé par l'ADEAL et le navire a pu se déplacer sur le troisième forage le 27 décembre 2012. Et maintenant, nous attaquons un forage dans une espèce de grappe de réservoir, encore une fois, qu'on appelle Priodontes. Et voilà, donc le navire arrive sur zone. Il faut d'abord le positionner dynamiquement. Je vous rappelle qu'on fore sur une colonne d'eau, en l'occurrence de 1793 mètres. Donc le bateau n'est pas amarré. Il est maintenu en position fixe par positionnement dynamique sur satellite et sur sonar. Et donc les moteurs permettent en permanence de positionner le bateau sur un point fixe. Donc ces activités, je dirais, de point fixe ont commencé. Et puis nous avons donc pu commencer le forage. Nous avons foré, nous avons installé la tête de puits, nous avons installé le bloc obturateur de puits, ce qui permet maintenant de forer en étant totalement isolé du milieu marin. Donc nous rentrons dans la phase très active du forage. Et voilà, nous espérons donc atteindre les zones cibles dans les quelques mois qui viennent. Nous sommes à 11,6 km du forage précédent, donc pas très loin, mais dans un système différent.
Ce qu'il faut pour que nous pensions qu'il y ait un gisement commercial, c'est qu'il y ait suffisamment de réserves détectées lors des différents forages pour qu'on pense qu'il y a un système de production possible. Donc c'est vraiment une question de quantité et de qualité du pétrole et de coût estimé pour extraire ce pétrole. S'il y avait un grand réservoir facilement accessible, c'est bien meilleur marché que s'il y a plusieurs poches qu'il faut simultanément pomper. Voilà. Donc forage en cours. Nous avions aussi en 2012 réalisé 2 campagnes sismiques. Et donc nous en sommes au stade où nous interprétons les données de ces sismiques, qui sont de grandes échographies. Et le résultat de ces sismiques nous permettra de compléter notre connaissance du sous-sol et d'estimer quels sont les meilleurs forages à faire dans l'avenir, puisque l'idée, bien sûr, c'est de trouver quelque chose d'exploitable le plus rapidement possible. Voilà, donc je dirais que mi-2013, nous aurons une meilleure connaissance du sous-sol par sismique, et nous aurons eu aussi les données accumulées dans les forages qui nous permettront de faire un point un peu sur le potentiel de la zone. Alors, une déception après un succès, ça ne veut pas dire que le projet est remis en cause, ça veut simplement dire que l'explorateur doit faire son travail, qui est de forer. Mais bien sûr, un succès dans le puits numéro 2 aurait été un très grand encouragement pour les équipes et pour la collectivité. Je peux peut-être faire un petit point sur la sismique avant de prendre les questions sur l'avancement des travaux. Je pense qu'il y a encore une aide visuelle sur la sismique. Voilà. Donc, voilà les 2 zones brunes à 150 km au large sont les 2 zones est et ouest sur lesquelles il y a eu acquisition de données l'an dernier. La zone du milieu où il y a le compas, c'est la zone que nous avons déjà. Et dans le cadre de l'autorisation de mener ces campagnes, nous avons convenu avec l'ensemble des parties prenantes de faire des campagnes de pêche. Donc 6 campagnes de pêche sur plusieurs années afin d'avoir une connaissance de la ressource pendant la saison des pluies, pendant la saison sèche, et sur un programme répétitif de façon à ce qu'on puisse extraire des données pertinentes. Donc ces campagnes de pêche ont eu lieu avec la participation d'Armement Guyanais. Donc les pêcheurs guyanais ont participé du 2 au 11 décembre. Voilà, donc nous sommes parfaitement en phase avec les prescriptions qui nous ont été demandées. Donc voilà pour la partie activité. Est-ce que vous serez ravi de répondre à vos questions, bien sûr? On va ouvrir l'entretien. Mes chers collègues, c'est vous qui avez la parole sur ce premier point, sur les travaux en cours et les perspectives de l'année 2013. Je me tourne vers nos rapporteurs. Est-ce que vous souhaitez... Enfin, sur ce premier point, moi j'aimerais bien quand même que vous nous donniez des éléments de coût, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente, ces forages, en termes d'investissement de votre part pour arriver à un résultat qui puisse être probant. La durée du forage, il y a à peu près 450 personnes qui travaillent sur ce projet. Et il y a donc des équipements importants qui sont mobilisés. Je rappelle que les statistiques du commerce extérieur ont fait état d'une location longue durée de presque 1 milliard d'euros pour les quelques années qui viennent. Donc ça donne un peu un ordre de grandeur. Et le chiffre communément communiqué, c'est que ces campagnes coûtent plus d'$1 million par jour. Donc si vous faites un forage de 150 jours, c'est un coût supérieur à 150 millions de dollars. Alors ce sont des coûts tels que les gens pensent que si l'on force, c'est que l'on sait. Parce qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse dépenser autant d'argent sans certitude. Donc les Guyanais que je rencontre me disent toujours, mais monsieur Roméo, vous savez, vous gérez l'information parce que cela vous arrange. Mais en fait, vous savez, non. Je réitère ici très publiquement et très solennellement que nos techniques permettent d'identifier des réservoirs cibles, mais ils sont à une profondeur telle que nous devons forer pour savoir. Il est tout à fait ce qui s'est passé d'ailleurs dans le forage numéro 2. Il y a eu hydrocarbures, mais les hydrocarbures
dans la nature ont tendance à remonter naturellement dans les océans, migrent au fil des millions d'années. Donc, l'état normal de ces systèmes, c'est qu'il y ait eu accumulation puis fuite jusqu'à la mer. Alors, on vérifie s'il n'y a pas des traces d'hydrocarbures au fond de la mer. C'est un indice d'étanchéité. Il n'y en avait pas, mais il n'empêche que le système n'a pas été étanche. Il y a énormément de raisons qui peuvent faire qu'un système ne soit pas étanche. On parle d'échelle de temps de 100 millions d'années ici. Hein. Donc, nous devons aller voir. Mais je dirais, il faut mesurer les revenus, bien sûr, au regard de ces dépenses qui sont faites pour chercher. Ça coûte très cher de chercher. La probabilité de succès est faible, mais lorsqu'on trouve, il faut être capable de rémunérer tous ces coûts qui ont été générés, notamment dans les forages qui ont été des échecs. Toute l'économie de l'exploration tourne autour de ça. Donc, c'est cher, mais c'est un investissement consenti, et d'ailleurs qui est exclusivement assuré par le privé. Hein, donc. Et en fait, c'est une façon pour le privé d'identifier et de mesurer le patrimoine de l'État, puisque je rappelle que les ressources appartiennent à l'État. Nous ne sommes que les révélateurs de cette ressource, et en contrepartie, je l'espère, l'État nous donnerait une concession d'exploitation pour que nous extrayions cette ressource, et la valeur générée par cette extraction est ensuite répartie entre la collectivité et l'investisseur comme rémunération de son travail. Merci. Monsieur Antoinette, co-rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Vous avez rappelé dans vos propos introductifs que deux grandes options sont à prendre en considération pour qu'un éventuel projet industriel se double d'un projet économique. Donc, je voudrais poser des questions à la fois sur les effets de l'activité et les effets économiques locaux. Alors, première question, ça passe par la transparence. Monsieur le Président, alors vous avez dit que la deuxième phase d'exploration a été un échec. Dès lors, soyons précis sur la première phase. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est la quantité d'hydrocarbures quantifiée dans la première phase d'exploration? Première question. Deuxième question, ce fut un débat lors de nos premières discussions, donc lors de l'audition du mois de mai, en particulier par ma collègue des Verts, sur un dispositif nouveau que vous avez utilisé, que vous avez dénommé donc une technique de biocarburant. Alors, est-ce qu'on peut tirer déjà les enseignements de cette technologie nouvelle en termes de rejet? Est-ce que donc vous pouvez nous donner des précisions par rapport à la réglementation en cours? Vous savez que la réglementation, et puis on a fait un exposé cet après-midi sur les analyses comparatives au niveau donc mondial, donc en matière des rejets qui est de l'ordre de 5%, est-ce que ça a été au-delà? Est-ce qu'il y a eu, pardon, la deuxième phase, vous avez rappelé qu'il n'y avait pas donc d'hydrocarbures, mais dans la première phase, est-ce qu'il y a eu donc rejet donc du pétrole par rapport à cette exploitation? Et maintenant, dans le domaine, cette fois-ci, plus économique, et en matière d'emploi, vous avez précisé qu'il y a eu... Ça, on l'aborde dans le deuxième... Même s'il a précisé, mais comme vous voulez, dans le deuxième. Alors, on reste sur cette phase, alors. Je reste sur quantité et fluide. Voilà. Alors, quantité, nous avons dit à l'issue du premier forage que nous estimions qu'il y avait des réserves de 300 millions de barils. Aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments qui permettent de donner une information complémentaire, puisque nous ne disposons pas de données supplémentaires suite au deuxième forage. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut plus que ça, a priori, pour qu'un développement dans ce contexte soit envisageable. Donc il faut trouver encore. Et j'espère que donc le forage en cours permettra de compléter cette image. Alors plus, ça veut dire combien pour l'équilibre économique, la rentabilité économique pour vous serait de combien? Alors, c'est pas encore possible de le dire, parce que je rappelle qu'il y a 3 paramètres à prendre en compte: quantité, qualité du pétrole, mais aussi le coût d'extraction. Parce que si se trouvait que nous trouvions 2 réservoirs dont la somme est correcte, mais qui soient éloignés de 40 km, vous voyez qu'il est plus difficile, cela coûte plus cher que d'extraire le pétrole d'un seul réservoir. Donc il y a une dimension de coût de développement qui est vraiment liée à la géologie. Donc deuxième paramètre, et à ce stade on ne le connaît pas. Et puis bien sûr il y a tout l'aspect fiscal.
Il est évident que tout ceci étant dit, à la fin, il faut que les conditions fiscales permettent d'assurer un développement rentable pour l'investisseur. Donc ça fait 3 paramètres. Aujourd'hui, nous ne disposons de certitude sur aucun des 3. Sauf, la seule certitude, c'est qu'il y a du pétrole. Et ça, c'est une très grande nouvelle, puisque la chimie du pétrole, l'existence d'une roche-mère, c'est un événement géologique, ce n'est pas quelque chose qui se rencontre souvent. Donc on sait que la Guyane a ce potentiel, mais il faut une roche-mère, il faut des réservoirs de bonne qualité, c'est-à-dire que lorsqu'il y a du pétrole dedans, il veut bien s'extraire sans trop de coûts, et puis il faut qu'il y en ait suffisamment, donc qu'il y ait des systèmes étanches, et ça nécessite tout cet essor. Donc on est vraiment au début de cette campagne d'exploration, de prospection. Il y a encore donc 3 forages prévus cette année, donc un en cours plus 2. Et j'espère qu'ils généreront suffisamment de données pour répondre à votre question. Mais c'est toute la question, c'est ça. Y a-t-il un développement commercial? Donc ça, c'est sur l'aspect quantité et des potentiels de développement commercial. Le deuxième point, c'est sur l'utilisation de fluides synthétiques de forage. Le premier puits GMES1 a été fait avec de l'eau. Or, l'essentiel des couches que l'on traverse sont des argiles. Et certains sauront que lorsqu'on mouille de l'argile sèche avec de l'eau, ça gonfle, et ça devient extrêmement collant et visqueux. Et ça a posé énormément de problèmes dans le premier puits, que nous avons failli abandonner 3 fois. Parce qu'on n'y arrivait pas. L'eau n'était pas l'outil adapté. C'était comme percer un mur en béton avec une mèche à bois. Mais nous n'avions pas le choix, c'était la prescription préfectorale. Muni de cette expérience, où j'ai dit aux gens, écoutez, tout le monde cherche la sécurité, alors donnez-nous des outils pour forer correctement. C'était devenu pour moi une condition de continuer le projet, parce qu'un professionnel ne peut pas travailler sans des bons outils. Donc nous avons utilisé ces fluides synthétiques de forage. Ce sont des fluides qui sont conçus, pour être non toxiques, et nous disposons de 30 années d'études d'éco-toxicologie qui démontrent que ce n'est pas toxique, il est hors de question de rendre l'environnement toxique. Et en plus, ils sont performants lorsqu'on fore des argiles. Et le deuxième forage a été absolument remarquable en termes de qualité de forage. Nous avons dû interrompre le forage numéro 2 pendant plusieurs semaines pour des raisons de courant. Et nous avions estimé que les courants nécessitaient qu'on interrompe les travaux. Nous avons pu reprendre le forage quelques semaines après avec un puits absolument intact parce que ces fluides ont aussi une qualité de préservation du forage extrêmement importante. Avec de l'eau, nous aurions dû recommencer. Or, recommencer, c'est passer du temps sur zone et l'impact environnemental est évidemment supérieur. Donc, ce bilan a été fait puisqu'il faisait partie des conditions d'ouverture de travaux. Nous devions faire un bilan, faire un bilan par un tiers. Ce bilan a été fait. J'ai vu les conclusions en diagonale. Elles sont très favorables au choix qui a été fait sur toutes ces dimensions. Et cette tierce expertise est maintenant analysée par un tiers pour le compte des services de l'État, de façon à ce que le contenu soit validé par une partie indépendante. Mais le contenu dont je peux me souvenir est extrêmement favorable à ce choix et je pense qu'il est fondamental de continuer dans cette voie. Et bien entendu que les fluides, on ne les rejette pas en mer. Il n'y a eu aucun rejet de pétrole en mer. D'abord, les fluides ne sont utilisés que lorsqu'on est en boucle fermée, donc ce sont des fluides qui coûtent une fortune. L'eau, c'est bon marché, les fluides sont très chers, donc il n'y a aucun intérêt à les jeter, même s'ils ne sont pas toxiques. Donc on les recycle. Et donc les rejets dont on parle, ce sont les résidus de fluides sur les remblais. Donc il n'y a aucun geste de mettre à la mer des fluides, ce sont les déchets propres que l'on rejette en mer avec une trace résiduelle de fluide. Nous n'avions pas le droit de rejeter avec plus de 5%, et nous avons atteint des taux de présence de ces fluides de l'ordre de 1,5%. Donc, parce que nous avons, encore une fois, essayé de minimiser ces rejets.
Donc tout ce bilan sera disponible, bien sûr, dès que l'expert de l'ADA en aura validé le contenu. Je pense avoir répondu à vos questions sur l'aspect technique. Madame la sénatrice Archimbaud, toujours sur ce premier point Oui, de notre... et très brièvement, puisque vous avez déjà donné un certain nombre d'éléments, je voulais que vous nous rappeliez, vous l'avez peut-être dit la dernière fois, à quelle profondeur ont été faits les forages de la première phase, premièrement. Deuxièmement, vous avez évoqué un tiers, donc est-ce qu'on peut savoir qui est le tiers? Enfin, vous avez dit que ce serait public, un tiers qui va faire le bilan, donc voilà, une tiers partie. Et j'ai le souvenir en effet, et mon collègue évoquait à l'instant, que lors de la dernière audition, vous aviez évoqué ce fameux 5% pouvait être toxique, quoi. Donc là, vous nous indiquez que non, vous avez changé, ce ne sont plus toxiques, c'est ça. Enfin, c'est le souvenir que j'ai, hein, je sais pas mes documents. Voilà, ces 3 questions très brèves avant qu'on passe à la suite. Sur la toxicité, je rappelle que est non toxique. Et ce n'est pas moi qui le dis, il est classé par la législation REACH européenne comme un produit non toxique. Donc il est testé, il est conçu et testé non toxique. Sauf que c'est un fluide synthétique, donc on l'a fabriqué. Ce n'est pas de l'eau. Il faut savoir que l'eau que l'on utilise comme fluide de forage n'est pas de l'eau pure. On rajoute dedans des choses qui permettent de l'utiliser comme fluide de forage. Donc je ne sais pas qui est plus synthétique, in fine, en fin de compte, entre de l'eau dans laquelle on met des additifs ou un fluide synthétique conçu pour être non toxique, dans lequel on met moins d'additifs, de ce fait. Le 5%, c'était une norme imposée par l'État. Il faut savoir que les normes internationales sont très au-delà, tout simplement parce qu'il faut mettre une limite. Il est légitime. De toute façon, il faut qu'on minimise des rejets. Même si les fluides ne sont pas toxiques, il n'y a aucun intérêt à les rejeter volontairement. Donc, il faut qu'il y ait une norme qui permette de s'assurer que l'opérateur est efficace, travaille professionnellement et donc qu'il y ait quelques contraintes. 5%, c'était la prescription. On a fait mieux. On a fait mieux parce que nous disposons d'un navire extraordinaire. Donc, si ce navire était remplacé par un autre, nous ne sommes pas sûrs de faire aussi bien. Mais nous nous sommes engagés à faire 5%. Voilà, donc pour nous, les fluides, ce n'est pas, enfin, c'est le meilleur choix en termes d'impact, puisque plus vous ferez vite, moins vous êtes présent, moins vous rejetez in fine, moins vous perturbez l'environnement. Après, donc nous avions foré aussi à 6000 mètres sur le premier, hein, un petit peu moins profond. Mais nous sommes restés plus longtemps puisque nous avons trouvé, donc nous avons fait des analyses complémentaires. Donc un forage, une fois que vous êtes sur une zone intéressante, on prend du temps pour extraire des échantillons de pétrole. Nous avons remonté du pétrole à la surface pour pouvoir l'analyser. Nous avons remonté des échantillons de roche. Quand c'est un échec, on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc on reste un peu moins de temps et on peut essayer de forer un peu plus loin pour voir s'il y a quelque chose dessous qu'on n'aurait pas détecté, ou en tout cas pour construire de la connaissance. Deux petites questions de précision. Oui, bien sûr. Donc, parce qu'il s'agit peut-être de tirer des enseignements, est-ce que dès lors, le préfet pourrait prendre des arrêtés limitant le rejet à 3%, ce qui vous donnerait une marge, parce que vous dites que le rejet est de 1,5%? C'est ce qu'on a réussi à faire sur ce... J'ai bien compris. Est-ce que dorénavant, on peut dire que la doctrine réglementaire serait de 3%? Première question. Et deuxième question, toujours sur cette première phase. Que répondez-vous aux interrogations très fortes des marins-pêcheurs qui dénoncent le manque d'études dans cette phase d'exploration sur la ressource halieutique? D'accord. Donc pour l'aspect réglementaire, d'abord, je répète, les fluides ne sont pas toxiques. Donc on pourrait rejeter 100%. De la communauté scientifique s'accordera pour dire que ce n'est pas toxique. Ce serait idiot et ça nous coûterait une fortune. Donc la norme, elle n'est là que pour s'assurer que les opérations soient menées de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas n'importe quoi en mer. Donc qu'il y ait sur le bateau des équipements qui permettent de s'assurer que tout fonctionne en boucle fermée, que l'on nettoie, etc. Après, on a fait 1,5%, encore une fois, parce que le bateau le permet. Le prochain bateau ne le permettra peut-être pas. 5%, nous avons estimé qu'avec les équipements, par exemple l'ENSCO,
la plateforme de forage que nous avions utilisée sur le premier puits n'aurait pas permis d'atteindre 3%. Donc après, lorsqu'on décide que le meilleur choix des fluides, que c'est le meilleur choix, il ne faut pas ensuite l'interdire par une réglementation trop contraignante. Il faut être cohérent. Déjà, la France a fait ce que personne d'autre n'a fait, puisqu'on a mis 5% de façon arbitraire, parce que c'est un chiffre rond. Il n'y a aucune raison de prendre 4,9 plutôt que 5,1, sauf que 5, ça sonne bien, sachant que la norme, elle est très supérieure dans tous les pays qui les utilisent. Donc, encore une fois, la France a été proactive, soit. J'ai essayé de défendre l'idée que c'était peut-être un peu excessif, mais bon. Je crois que tout ceci est une affaire de raison. Il faut être raisonnable dans toutes les dimensions du terme. Et la question sur les ressources... les ressources halieutiques. On la prendra peut-être sur l'impact économique et... Non, parce qu'il y a quand même un aspect scientifique derrière qui est de toute façon important. Il est exact que la connaissance du milieu marin en Guyane n'est pas très développée, surtout, en tout cas à 150 km large. Il y a une connaissance. Mais si nous devions développer une plateforme de production, c'est-à-dire une présence permanente au large d'une usine d'extraction, je pense qu'il faudra accumuler de la connaissance pour que les choix de conception de ces unités flottantes répondent au mieux à la réduction de l'impact environnemental. Aujourd'hui, nous ne sommes pas présents. La présence que l'on a en mer, c'est équivalent à la présence d'un navire. Il se trouve que le navire reste fixe pendant quelques mois, mais techniquement, c'est un bateau. Et dans l'histoire, sur les 10 années de vie en Guyane, il y aura eu quelques mois où un bateau a été immobilisé. Donc l'impact, il est spot, il n'est pas long terme. Par contre, si je fais un développement de champ où j'ai pendant 30 ans des installations larges, là, on a besoin tous d'une connaissance pour que nous puissions faire les choix de conception qui soient les plus pertinents pour à la fois produire de façon sûre, économique, et aussi de façon à réduire l'impact. Ce travail est pris en compte dans un groupe de travail recherche piloté par les scientifiques de Guyane. Donc ils viennent de définir le programme de construction d'une connaissance long terme. Là, on parle vraiment de l'hypothèse où un développement commercial se fait. Donc on dispose de plusieurs années pour faire ces études, de façon à ce que la donnée soit disponible au moment où il faudrait concevoir un système. Donc cette donnée est... Alors, il y a des choses qui existent, bien sûr, mais c'est pas encore... On ne peut pas dire qu'il y a un état zéro de la ressource qui soit fait. Madame Archambault, vous vouliez... Très très brièvement, c'était ma troisième question. Le nom du tiers qui a travaillé pour vous, enfin pour faire le bilan, si j'ai bien compris. Enfin, est-ce qu'on peut le connaître? Je pourrais vous le communiquer... C'est une société qui a été désignée par l'État, c'est ça ou... Nous avons proposé un certain nombre de candidats et l'État en a sélectionné. À l'État français qui a choisi, c'est ça? Voilà, si on peut avoir le nom, ça... Oui, c'est simplement qu'il ne vient pas à l'esprit spontanément, mais parce qu'on en a eu plusieurs, donc je ne sais plus lequel est le bon. Mais par contre, ces données, puisque ce sont des données qu'on communique, c'est un bilan, évaluation de la pertinence du choix. Il est remis à l'État, donc j'imagine qu'il est accessible au même titre qu'un certain nombre alors il y a peut-être, enfin à ma connaissance, il doit pouvoir être consulté, mais quelqu'un pourrait vérifier pour moi. Mais enfin, en tout cas, ça fait partie des obligations que l'on a de remettre ce rapport. Et ce rapport aussi prescrit ce qu'on peut faire pour réduire le taux de rejet aussi. C'est à la fois un rapport qui mesure la pertinence, mais qui donne aussi des idées sur la suite. Pour terminer sur ce premier point, c'est juste une petite question complémentaire. Vous avez annoncé qu'il y aurait 2 autres forages sur la campagne de 2013, donc 3 au total sur l'année. Est-ce que vous avez déjà une prospective sur la suite? Alors, lorsqu'on a fait les demandes d'ouverture de travaux, la législation impose de dire où on fore. Oui. Donc nous avons défini 5 points de forage qui nous paraissaient être pertinents compte tenu de l'information qu'on avait à l'époque. Le 3e forage, on l'a déjà fait légèrement, quelques kilomètres,
à quelques kilomètres de l'endroit initialement prévu, puisque compte tenu de la connaissance qu'on a acquise dans le deuxième forage, nous avons connu avec l'État qu'on pouvait se déplacer de vraiment quelques kilomètres. Donc, on a considéré que les conditions, les données étaient suffisamment proches pour qu'il n'y ait pas de problème pour le faire. Par contre, nous pourrions être amenés pour la suite, si nous apprenons quelque chose de nouveau, de penser que puisque nous avons un problème de forage, autant dépenser l'argent de façon pertinente. Donc, on pourrait être amené, peut-être, à poser la question, bon, est-ce que finalement, il ne vaudrait pas mieux forer dans telle zone plutôt que cette zone que nous avions initialement annoncée? Et puis, il faudrait voir qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir les autorisations pour le faire. J'imagine un échantillonnage du milieu, une acquisition de connaissances qui permet de penser que c'est un choix acceptable. Oui. Votre intervention à l'instant me pousse à une question. Qu'est-ce qui vous permet d'optimiser, ou quels sont les éléments qui peuvent vous être apportés pour optimiser vos chances de réussite en termes de connaissance de la ressource pétrolière? Et derrière, est-ce qu'il y a des niveaux que vous interdisez de franchir en termes de profondeur? Jusqu'à quelle profondeur vous lancez-vous dans cette aventure? D'accord. Il s'agit là, je dirais, d'analyse de type échographie. Une campagne sismique, c'est une technique d'échographie, et ça s'interprète comme les échographies médicales. Sauf qu'on n'est jamais allé, nous étions jamais allés à cette profondeur, donc énormément de données dans les modèles sont estimées à partir d'échantillons qu'on prélève à terre, dont on se dit que ce qui est présent sur la rive, par extrapolation, est présent à 400 mètres sous l'eau, plus loin, etc. Donc on essaye de calibrer nos modèles. Et chaque fois qu'on fore, on remonte les roches qu'on rencontre et on compare à ce qu'on avait estimé. Donc si on pensait qu'il y avait de l'argile, on regarde si on avait de l'argile. Si oui, très bien. Sinon, on modifie légèrement. Et donc chaque fois que l'on fore, les modèles deviennent de plus en plus précis. Donc suite au deuxième forage, on a pu légèrement calibrer. Alors il faut bien comprendre que ce raffinement est essentiel parce qu'on fore quand même à 6000 mètres. Donc imaginez que je suis ici et que je fore, je ne sais pas, au Grand Palais, je ne sais pas quelle est la distance. Je sais à peu près où est le Grand Palais. Maintenant, si je peux me tromper d'un mètre et être à côté du Grand Palais ou dedans, vous voyez. Donc, il y a quand même un élément itératif dans la connaissance qu'on développe. Donc chaque fois qu'on fore, alors là, j'ai dit qu'on avait eu un succès technique. C'est aussi parce qu'on a bien trouvé le sable là où on pensait qu'il était, ce qui est quand même toujours pour moi remarquable, vu l'endroit où on se place pour le savoir. Après, il faut qu'on utilise tous les raffinements au mieux pour, à la fois pour la collectivité et pour nous, puisqu'il faut utiliser la ressource que l'on a, un permis de forer, les 450 personnes et cette expertise pour maximiser nos chances de succès. Alors après, où est-ce qu'on s'arrête? Encore une fois, c'est comme si vous faites un forage pour de l'eau chez vous. Vous avez un forfait pour forer à 50 mètres, ça vous coûte de temps, et chaque mètre supplémentaire vous coûte une fortune. Il y a un moment où vous essayez 51, 52, 53, puis il y a un moment où vous dites, bon, j'arrête. Voilà. Il n'y a pas de contrainte technique. Les équipements permettent d'aller à 10 km à forer dans une hauteur de plus grande. Après, c'est une question de connaissances que l'on acquiert, de rapport coût-bénéfice en quelque sorte. Arrivé en retard, j'ai cru que l'audition commençait après la séance de l'hémicycle. Juste une petite question. Je crois savoir qu'un de vos partenaires, Total, a déposé des permis pour intervenir seul. Est-ce qu'il y a une mésentente entre vous? Qu'est-ce qui pousse Total à intervenir seul dans la zone? Alors, il faut savoir que Total n'est pas le seul à avoir déposé des demandes de permis. Et la raison pour laquelle ils déposent leurs permis indépendamment des nôtres, c'est parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur... encore une fois, on crée des alliances. Un tel peut vouloir 80%, 50%, 30%, peut vouloir être opérateur pour opérateur, et après c'est un accord. Voilà, donc... Mais ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de voir que des gens soient intéressés par des permis, donc intéressés par explorer en plus de ce que l'on fait nous-mêmes.
ça veut dire qu'ils ne sont plus vos partenaires sur cette opération. Alors, s'ils obtenaient ce permis exclusif de recherche, ben, ils seraient exclusifs à eux-mêmes et donc nous ne saurions pas. Ceci dit, il y a d'autres demandeurs, donc, et après c'est à l'État de voir qui est le mieux disant, si j'ose dire, et de toute façon la loi prévoit une mise en concurrence. Hein, donc il y a tout un processus qui fait qu'aujourd'hui je ne sais pas d'abord si l'État autoriserait et deux, à qui il attribuerait le permis. Et ce que fait souvent l'État, c'est qu'il demande aux gens qui demandent de se mettre d'accord. Historiquement, j'entends. Mes chers collègues, pardon de vous presser un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne. Je souhaite que nous passions au deuxième thème qui est évidemment celui qui nous préoccupe le plus. Encore que tout ce que vous nous dites sur les conditions techniques de l'exploration est tout à fait passionnant. Mais j'aimerais que vous abordiez maintenant les retombées économiques en termes de formation, d'emploi. Quelle évolution sur l'économie de la Guyane depuis que ceci est entrepris? Vous aviez évoqué beaucoup ce thème lors de votre premier exposé, mais évidemment, vous en étiez encore un peu aux prémices de l'opération. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, avec plaisir. Donc déjà, je rappelle, les vraies retombées économiques, c'est lorsqu'il y a un développement commercial, puisqu'il y a à la fois, pour le coup, une usine au large avec des emplois, une activité conséquente, et il y a je dirais, la rente pétrolière qui est associée à ça, qui sont les vrais outils de génération de richesse pour la collectivité et l'exploitant. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de prospection. Donc, par définition, des opérations ponctuelles, répétitives, mais nous, si vraiment nous sommes très déçus par ce qui se passe, il y a une possibilité que finalement tout s'arrête. Donc, je veux simplement dire par là qu'il y a un côté ponctuel. Donc je dirais que les impacts aujourd'hui sont liés à la prospection et sont donc opportunistes. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour générer un maximum d'activité aujourd'hui en Guyane et le plus vite possible dans le cadre d'un système de prospection. Ça veut dire que il faut qu'on utilise au mieux les entreprises guyanaises pour supporter les activités de prospection. Et nous avons 150 entreprises de Guyane répertoriées aujourd'hui qui sont fournisseurs de services de biens à Shell et ses partenaires. Un des exemples, par exemple, c'est l'affrètement des navires des pêcheurs pour faire les campagnes de pêche en parallèle avec les campagnes sismiques. C'est de l'avitaillement du navire en produits frais, ce sont les navettes Air France, l'utilisation d'hélicoptères, etc., etc. Donc, à fin septembre 2012, nous avions dépensé, donc de juin à septembre, nous avions dépensé 2 millions d'euros sur ces dépenses courantes de prospection, si je peux les appeler comme ça. Après, il faut savoir que ce qui est très important pour que ces retombées opportunistiques se produisent, c'est qu'on utilise le port de Cayenne. Or, lorsque nous sommes arrivés en Guyane, historiquement, nous n'avons pas eu accès au port, puisque les exploitants du port estimaient qu'ils n'avaient pas la capacité à satisfaire nos besoins. Donc nous nous sommes orientés sur une logistique avec comme base principale Trinidad. Trinidad. Port of Spain, hein, Trinidad. Et nous avons cherché à utiliser Cayenne comme une base secondaire. Et lorsqu'on regarde l'évolution de l'utilisation du port, elle est en augmentation constante puisque toutes les parties apprennent à utiliser le port au mieux. Nous, on sait ce qu'on peut y trouver et le port sait comment gérer nos demandes. Donc, et le port est maintenant rentré dans le giron d'un grand port maritime et je pense que nous aurons encore plus de moyens pour renforcer cette activité. Ouais. Le port de Cayenne. Hein, donc la réforme a été mise en œuvre au 1er janvier. Donc il y a maintenant un grand port maritime de Guyane, je pense qu'il s'appelle. Et avec des équipes qui sont maintenant très bien équipées pour que l'on développe de l'activité. Et ça va être un effet d'accélération très important. Après, il y a des choses techniques comme la création d'un entrepôt sous douane. Donc il faut le temps de le créer pour qu'il y ait de plus en plus d'équipements qui transitent par Cayenne.
Nous allons chercher à utiliser des lignes maritimes régulières pour générer, parce que nous utilisons aujourd'hui une flotte dédiée. Et puis nous essayons aussi de partager des moyens entre Cayenne et Kourou. Donc toute une série de projets en cours pour augmenter l'activité sur la Guyane. Et puis il y a bien sûr un certain nombre d'emplois, etc., qui ont été créés, qui sont sur l'aide visuelle suivante. Alors ça, c'était un peu la décomposition des 2 millions d'euros à fin septembre, je rappelle. C'est pas très lisible, j'en suis désolé, mais il y a des frais de support, de transport, des équipements informatiques, de l'hôtellerie, des loyers, de la maintenance, des salaires, transport de personnes, etc., carburant, entretien, reprographie, et un ensemble de contributions à des organisations professionnelles liées à l'activité. Alors, ce qui est par contre un élément fondamental dans la logistique, c'est l'aéroport Félix Éboué, qui est la base aéroportuaire principale. Les équipages des navires transitent par l'aéroport de Cayenne, viennent d'Europe, souvent. Donc les vols Air France connaissent une fréquentation très importante pour les rotations de personnel. Il y a 3 hélicoptères qui assurent les rotations depuis l'aéroport jusqu'au Stena, qui est à 150 km. Ça fait plus de 100 passagers transportés par semaine, 3 vols par jour, 6 jours sur 7. Le dimanche est consacré à la maintenance des hélicoptères. Nous souhaitons faire plus, et ça nécessite la construction de hangars, donc un ensemble d'investissements d'infrastructures qui sont nécessaires pour accompagner la montée en puissance. Qui en plus sont des investissements, je dirais, sans regret. Si nous arrêtions un jour, les infrastructures carrées auraient toujours un intérêt pour la collectivité. Alors chez nous, nous avons créé, directement, dans notre activité, nous avons créé 19 emplois. Et nous venons juste de recruter 5 stagiaires. Alors ces stagiaires, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être employés à Cayenne, mais aussi en Europe, à La Haye, aux Pays-Bas et à Paris, de façon à ce l'ensemble de ces stagiaires sont des recrutés locaux. Oui, en Guyane. Oui. Viendront pour ceux qui seront en Europe, viendront en Europe pour assurer leur stage, ce qui permettra à ces 5 personnes d'avoir une connaissance maximum de l'ensemble de l'activité. Et puis je viendrai après sur l'aspect recrutement, non pas de stagiaires, mais de personnel en CDI. Il y a eu beaucoup de communication et d'information auprès des jeunes. Nous avons collecté 170 CV à ce jour, que nous sommes en train d'analyser pour recrutement d'une dizaine de personnes. Et nous avons mis en œuvre un programme d'apprentissage de l'anglais, puisque l'activité pétrolière nécessite une bonne connaissance de l'anglais. Et la collectivité et nous-mêmes avons estimé qu'il y avait besoin de renforcer le niveau d'anglais pour que les gens aient un accès plus facile à nos métiers. Ceci est en cours. Et puis nous travaillons avec des partenaires IFP et autres pour amener des gens en Guyane qui puissent mettre en œuvre des programmes éducatifs auprès de la jeunesse, dans les écoles, etc., pour sensibiliser les jeunes au métier du pétrole. Et puis il y a en plus, donc maintenant, nous sommes en train de recruter un chargé de mission pour la commission de suivi. Je rappelle que nous nous sommes engagés à mettre des moyens pour la commission de suivi pour qu'elle puisse assurer sa mission, donc notamment par le biais d'un recrutement de chargé de mission. Shell va recruter une dizaine de personnes en 2013. Là, ce sont des recrutements pérennes. Ce ne sont pas des stagiaires. J'avais expliqué en ce lieu il y a quelque temps qu'il nous faut construire un pool de Guyanais, je dirais, qui puisse couvrir l'ensemble les métiers du pétrole, mais de très qualifiés à moins qualifiés. Et donc, nous commençons à recruter une dizaine. Alors, ce sont des gens... Alors, une dizaine, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur ce qui se passera pour la suite en Guyane, mais on sait que 10 personnes, on peut les faire fonctionner dans le groupe Shell comme des recrues normales.
Le deal, c'est qu'on les recrute, ils travaillent dans le groupe Shell, et puis s'il y a un projet en Guyane, ils viendront bien sûr mettre leur talent aux contributions de la Guyane. Et puis ce programme va s'amplifier, se moduler en fonction des résultats. Et cette démarche est aussi adoptée par nos partenaires. Donc nous allons avoir un ensemble de recrues, mais là à long terme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les métiers du pétrole subissent une crise un peu de croissance. Il n'y a pas assez de gens dans le monde, donc des Guyanais qui sont volontaires pour quitter la Guyane et travailler dans le monde peuvent trouver des emplois au sein de cette filière pétrole, d'où l'intérêt de les former, même s'il n'y a pas un jour de projet en Guyane. Donc nous sommes en train d'évaluer tous ces besoins de recrutement de l'ensemble des partenaires. Et puis nous sommes aussi en train de voir avec la région et la collectivité un ajustement de la carte des formations pour préparer ces recrutements à venir. Et j'espère bien sûr qu'il y aura amplification bien sûr au moment où on pense qu'il y a un projet cible, puisque là pour le coup il faudra massivement recruter. Donc là nous recrutons les gens qui ont besoin d'une formation longue et nous recruterons un peu plus tard les gens qui ont besoin d'une formation un peu plus courte. Sachant que l'horizon de production, s'il y avait gisement commercial, c'est 2019, 2018, 2020. Enfin. Mais lors de votre précédente audition, vous nous aviez dit que la formation pétrole, une qualification pétrole, c'était au moins 5 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on recrute ces 10 personnes dans des formations longues pour qu'ils soient prêts dans 5 ans. Alors on commence par 10 parce que ce sont les formations les plus lourdes. Et ensuite nous allons moduler tout ça en fonction des circonstances. Enchaîner sur l'impact économique. Économique, donc pour résumer, si je me trompe, vous me dites, donc c'est 2 millions d'euros de dépensés sur le territoire de la Guyane. À fin septembre. À fin septembre, c'est 150 entreprises mobilisées. C'est à peu près 19 employés directs. Alors, moi je voudrais... vous avez dit l'autre jour que la Guyane était toujours plus proche... Cayenne était toujours plus proche que Paramare et que Trinidad. Et donc, à ce niveau plus compétitif. Et là, vous dites que le port de Dégradé-Cannes est une base secondaire à ce jour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous dépensez en Guyane par rapport à ce que vous dépensez à Trinidad et comment pensez-vous inverser cette tendance? Alors l'inversion... Autrement dit, est-ce que le port de Dégradé-Cannes sera un jour plus compétitif, pas simplement sur la distance, mais peut-être sur d'autres aspects pour que le port de Dégradé-Cannes devienne le port prioritaire? Alors c'est bien sûr l'objectif, parce que d'abord, c'est plus proche, donc ça nous coûte moins cher. Je veux dire, économiquement, nous avons intérêt à utiliser Dégradé-Cannes qui est à côté, à 150 km, plutôt qu'un port qui est à 4000 km. Donc je dirais qu'il y a un objectif parfaitement aligné, commun entre nous. Par contre, il faut pouvoir faire évoluer Dégradé pour qu'il puisse accueillir cette activité. Donc j'ai assisté la semaine dernière en Guyane à une présentation d'un consultant sur les investissements à faire dans le moyen terme et le long terme pour que Dégradé acquiert cette capacité. On parle d'un quai flottant dédié. On parle aussi de peut-être changer le mode de fonctionnement du port pour qu'il soit un peu plus... Le problème du pétrole, c'est que quelque part, l'activité doit être prioritaire. D'accord. Et qui serait financé par qui, ces investissements? Alors ça, c'est fait dans le cadre du nouveau grand port maritime. Donc, je ne connais pas les sources de financement, mais en tout cas, les études sont vraiment engagées, avec beaucoup de retard. Mais elles sont engagées. Et donc, je suis très satisfait de voir que ces études sont engagées, parce que c'est quand même le moyen de faire de Dégradé le port principal d'activité. Alors, ce que je ne connais pas aujourd'hui, c'est parmi les options qui sont présentées, lesquelles seraient retenues et le temps de la mise en œuvre, parce que ça, c'était pas encore disponible, le moment de la présentation. Vous avez répondu sur le rapport 2 millions d'euros en Guyane, combien à Trinidad? J'ai pas le chiffre de Trinidad. Mais il est plus important, puisque... Plus beaucoup? Puisque, en termes de... En fait, Je pense qu'on doit utiliser... La Guyane, c'est 20%? Oui, je pense.
Je dis ça vraiment intuitivement. Une dernière question sur ce sujet. Il y a 3,3 millions d'euros qui sont gérés par la CDC. Vous pouvez nous éclairer un peu comment sont répartis ces fonds? C'est quoi la gouvernance? Qui prend la décision? D'accord. Ils ne sont pas gérés par la CDC, ils sont accueillis par la CDC, si je peux dire. La gestion est assurée par un comité de pilotage dans lesquels sont représentés l'État, la région, nous, puisque nous sommes financeurs, donc on a quand même un intérêt à voir où l'argent est dépensé. Et puis j'oublie quelqu'un, je crois qu'il y a 4 parties. État, région, nous-mêmes. Bon, désolé pour... Et voilà, donc dans le rôle... Alors, il y a 300 000 euros qui sont dédiés à la commission de suivi, donc chargé de mission, suivi des projets, développement, maintenance de site web. Mais ce chargé de projet sert aussi de chargé de mission pour les groupes de travail. Par exemple, les pêcheurs ont besoin d'un chargé de mission pour développer les projets pêche. Ils n'auront un chargé de mission dédié à ce groupe que lorsque l'amplitude du travail le nécessitera. Entre-temps, le chargé de mission de la commission est une ressource qui leur est disponible. Donc 300 000 euros pour la commission. Et puis, il y a 1 million d'euros qui ont été mis à disposition des chercheurs. Et donc, les chercheurs viennent de faire un programme d'utilisation de ce fonds, qui est essentiellement un programme d'équipement de laboratoire, d'acquisition de matériel et de mutualisation de ces matériels pour qu'ils soient accessibles à Ifremer, CNRS, BRGM, etc., etc. Sachant que traditionnellement, la recherche a moins de problèmes pour financer des programmes que pour financer des équipements. Donc, notre rôle est plus d'être un financeur d'équipements à ce stade. Et puis, il y a aussi une autre somme d'argent disponible le jour où il y aura des projets de développement économique finalisés, que je peux éventuellement mettre à disposition. Je pense notamment au projet sur la pêche. Les pêcheurs et le groupe de travail pêche est très actif et a déjà identifié un certain nombre de projets très intéressants pour la filière, projets collectifs pour la filière, que nous pourrions éventuellement aider. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut faire une projection en termes de quel profil, quels enjeux cela peut représenter en termes d'emploi? Aujourd'hui, on est dans la prospection. Imaginons que nous allions jusqu'à une concession et que finalement tout ça se passe comme on peut l'espérer au mieux. À partir de là, sur chacune de ces étapes-là, ça représente quoi en termes d'emploi, en termes de recrutement à venir, et surtout quel profil? Est-ce que l'on a là des profils, je dirais, qui va d'un salarié de base pour combien de personnes, jusqu'à des ingénieurs, etc. Enfin, quels sont les comment peut-on se projeter sur un avenir à 15 ans, 20 ans par étape? Alors déjà, il faut des gens qui soient très autonomes dans leur travail, puisque c'est un peu comme les marins, lorsqu'ils sont au large, il faut qu'ils puissent gérer leur activité avec autonomie. Donc, on parle toujours de gens qui sont certifiés pour pouvoir opérer au large. Mais ça va de certification de soudeur à des géologues. Donc, ce qui compte, c'est le niveau de professionnalisation dans l'activité. Parce que si vous faites une soudure au large, il faut qu'elle soit bonne du premier coup. Donc ce que l'on recherche, c'est vraiment la qualification. Pour ça, on recrute dans les sorties des écoles, alors quel que soit le niveau de qualification, et on forme sur le terrain ou de façon académique, chez nous ou chez les prestataires, de façon à ce que dans 5 ans, ces gens reviennent avec une vraie qualification et puissent être autonomes. Alors il y a tous les métiers, je dirais, si vous prenez une usine chimique, c'est une espèce d'usine au large, où il y a des gens qui font l'opération et la maintenance en cycle continu. Il y a bien sûr la supervision, l'encadrement au large. Il y a les métiers marins, je veux dire, de logistique liés à l'activité. Il y a les métiers d'aviateurs, d'hélicoptères.
il y a les métiers de communication. Et puis à terre, je dirais qu'il y a l'aspect base logistique, entreposage, fourniture, maintenance, réparation, et puis bien sûr tous les services administratifs standards. Pour un puits, ensuite un deuxième champ, troisième champ, etc. Ajoute à chaque fois des gens au large. Alors, combien de personnes au large? Nous avons des activités un peu similaires au Brésil, où il y a à peu près 250 personnes au large. En exploitation, oui, en exploitation. Là, aujourd'hui, il y a 450 personnes mobilisées sur ce projet, mais ces 450 personnes sont très souvent des experts uniques. L'expert en interprétation sismique, lui, c'est une denrée rare, donc il n'est pas affecté sur un projet, mais il fait les interprétations les unes à la suite des autres, un peu comme un radiologue de renom va faire ses analyses. Mais ce sont 450, mais en Guyane de façon opportuniste. Là, on parle de 250 directs, plus les métiers indirects, plus les induits. Je dirais de 700 000 personnes concernées directement par l'activité. Mais bien sûr, ensuite, il y a tous les revenus que ça génère qui permettent à la collectivité de développer des projets d'infrastructure et autres. Ma première question a été posée à l'instant par le collègue. C'est évidemment toujours difficile de se projeter dans l'avenir. Là, vous n'en êtes qu'à la prospection, mais si jamais il y avait exploitation, ce qui n'est pas sûr, c'est vrai que c'est important de voir réellement ce que ça veut dire en termes d'emplois locaux, pas seulement en termes de chiffres, pas seulement quantitativement, mais effectivement qualitativement. Hein, bon, mais ouais. Vous venez de dire. J'avais deux autres questions. La première, j'étais intéressée par ce que vous avez dit sur les pêcheurs et un projet, des projets que vous avez, premièrement. Oui. Et puis j'avais un autre point qui était que malgré tout, je restais très, très vigilante quand on voit à la fois la profondeur à laquelle vous cherchez actuellement. Enfin, en gros, 6000 mètres, c'est des profondeurs quand même très grandes. Et tout ce qu'on a dit il y a quelques mois, en fait, dans des zones sismiques. Nous avons toujours en tête, mais on attend que vous continuiez la prospection. Nous avons toujours en tête quand même les risques. Et s'il y avait un accident, ce que ça représenterait aussi sur le plan économique et social pour le territoire. Hein. C'est pas simplement, ce serait pas simplement une atteinte à l'environnement. On l'a vu dans d'autres. Lors d'autres accidents, c'est des conséquences économiques et sociales terribles, quoi. Donc, mais ça, c'est plutôt un point de vue que je développe au stade où nous en sommes, puisque vous en êtes à la prospection. Mais vos projets, vos discussions avec les pêcheurs, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Je vais quand même rebondir sur votre commentaire, parce que je dirais que nous, exploitants, nous sommes les premiers concernés par les aspects sécurité et environnement. Il est évident que nous menons nos activités de façon à atteindre ce qu'on appelle chez nous l'objectif zéro accident. C'est quand même, et ça a été démontré largement parce qu'on a pris des décisions opérationnelles de prudence, on va dire. Chaque personne qui est sur cette activité peut décider d'attendre, de ralentir ou d'arrêter les travaux s'il pense qu'il y a un risque, aussi minime soit-il. Donc, parce que je ne souhaite pas revenir auprès de vous dans un autre contexte qui serait un contexte d'accident. C'est très important pour nous que nos démarches soient une démarche pour éviter l'accident. En termes de prévention, dans les conceptions, les choix des matériels, en termes de procédures, comment est-ce qu'on s'y prend. Et je crois que tous vos collègues ou les élus qui sont allés sur le Stena, sur le bateau, peuvent témoigner d'une organisation sécurité extrêmement rigoureuse. Ceci dit, c'est un domaine qui n'appelle pas de complaisance, donc sur lequel il faut qu'on soit toujours extrêmement vigilant. Et pareil sur les aspects environnementaux qui sont très associés. Alors par rapport aux pêcheurs, nous avons identifié avec eux à ce stade 4 projets. Un qui concerne la fabrication de glace, donc une mise en œuvre d'une chaîne de froid qui permet donc d'améliorer et l'aspect sécurité alimentaire, mais aussi, je dirais, la rentabilité de la filière pêche. Un poisson en meilleur état, mieux conservé, permet de générer plus de revenus. Un aspect avitaillement, donc des pêcheurs qui peuvent profiter des prix
de gros de Shell, entre guillemets. Un projet de motorisation hybride. Il faut savoir que les artisans pêcheurs en Guyane naviguent dans des eaux très boueuses, enfin qui sont les eaux chargées d'alluvions, de caractéristiques de ces fleuves et rivières, et que donc il y a énormément de problèmes de maintenance des moteurs traditionnels. Donc il y a toute une étude consistant à faire des conceptions de moteurs plus adaptés au milieu. Et j'en oublie un. Voilà le genre. Alors, les projets, pour qu'ils soient intéressants pour nous en tant que support du groupe de travail, c'est qu'ils soient collectifs, c'est-à-dire qu'ils doivent bénéficier à la filière. Mais les besoins sont importants. Ah oui, et l'autre projet, c'est le projet de point zéro, d'étude, d'analyse de la ressource halieutique sur une longue durée, mais dans le contexte d'une exploitation au large. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de construire une connaissance scientifique du milieu, et les pêcheurs sont particulièrement intéressés par cette dimension ressources pour la pêche associée à l'activité. Alors ces projets sont en cours de définition. Voilà, et j'espère qu'on pourra bientôt en initier certains. Est-ce que, mes chers collègues, on a épuisé les interrogations sur le deuxième thème, sur ces retombées économiques? Oui, donc nous pouvons aborder, si vous le voulez bien, le code minier. D'accord. Quel est votre point de vue? D'accord. Alors, je pensais que Total aurait l'occasion de parler, je dirais, en général des différents systèmes, donc j'avais pas prévu d'en parler moi-même. Bon, ce que je peux dire en préalable, c'est que les forages en mer comportent un certain nombre de spécificités par rapport à, je dirais, à des forages à terre. Nous forons dans des zones économiques, non pas sur le territoire national. Et je dirais que les moyens, l'expertise et les coûts de mise en œuvre sont différents, je dirais, d'un puits dans un champ en Seine-et-Marne. Je parle de l'amplitude. Il y a les mêmes préoccupations sécurité et environnement, mais les moyens mobilisés sont très différents. En plus, lorsque vous forez sur le territoire national, enfin en France, dans l'Hexagone, vous savez sur quelle commune vous êtes. Lorsque vous êtes à 200 km des côtes, la notion de commune est plus difficile à appréhender. Alors qu'aujourd'hui, je dirais, le code minier est très orienté commune, etc. Donc voilà, il y a quand même des spécificités. Et puis je rappelle que pour mobiliser les moyens à mobiliser sont rares et importants. Donc il faut un système qui permette à l'investisseur de mobiliser ses moyens sans risque. Je note que l'évolution va à plus d'informations du public, ce qui est légitime. Mais ce qu'il faut pour l'offshore, d'abord savoir quel est le public que l'on informe. Je me réfère à l'aspect communal des choses. Et puis deuxièmement, il faut que l'information soit très bornée dans le temps. Par opposition à des enquêtes d'utilité publique traditionnelles où finalement on sait quand elles commencent, on ne sait pas forcément quand elles se terminent. Ce modèle-là pour l'offshore est une catastrophe, puisque vous voyez bien que je ne peux pas mobiliser 450 personnes qui attendent la fin d'un processus d'information du public. Parce qu'il irait au-delà des échéanciers préprogrammés. Donc il faut qu'il y ait information publique, mais il y a vraiment un besoin de borner de façon à ce qu'on puisse prendre une décision de mobilisation avec certitude. Pour moi, ça, c'est un des très très grands aspects spécifiques à l'offshore. Ensuite, l'ampleur des investissements, notamment lorsque vous subissez des échecs dans l'exploration, et le coût de développement des projets est colossal. Le développement commercial d'un champ au large de la Guyane, c'est supérieur à 10 milliards de dollars. C'est supérieur à un coût d'une centrale nucléaire, ou c'est même peut-être le coût de deux. Enfin, on parle de projets lourds. Or, investir ce genre de somme, de montant, nécessite une immense clarté sur les paramètres de la décision d'investissement. Donc il faut qu'il y ait une stabilité ou prédictibilité fiscale
Vous voyez. Et puis il faut aussi qu'il y ait un juste retour sur cet investissement. Nous devons travailler, développer des projets onéreux. Nous avons des exigences de sécurité extrêmes. Il faut que l'investisseur soit rémunéré de façon équitable pour ses efforts. Et puis, il lui faut aussi pouvoir développer dans le développement de son portefeuille de champs. Donc, il faut toujours garder en tête qu'il faut que la fiscalité soit équitable, qu'elle donne envie d'investir. Et puis, évidemment, il faut que la collectivité y trouve son compte. Ça, c'est évident. Mais pour moi, ces paramètres, compte tenu de l'ampleur des investissements, prennent d'autant plus de poids. Et puis, vous voyez que si je fais un programme de 10 forages dans l'Hexagone, il est assez facile de moduler son programme. Je forge, j'arrête, je reprends plus tard. Les conséquences sont complètement différentes j'ai 450 personnes mobilisées là, rupture de charge. Donc pour moi, l'inquiétude, c'est les ruptures de charge dans le programme de travail. Après, il y a l'aspect zone économique. Aujourd'hui, nous travaillons en toute clarté et nous savons que le droit du pavillon s'applique sur les activités sur les navires, la réglementation douanière est connue, mais il y a énormément de questions et de challenges autour de ça. Donc il faut, je pense, aussi clarifier ces aspects pour l'avenir. Encore une fois, lorsque l'amplitude des investissements et des dépenses est telle qu'il y a vraiment besoin de sécurité sur le sujet. Vous aviez déjà posé le problème sur la stabilité réglementaire et fiscale. Vous êtes en dialogue avec les pouvoirs publics sur cet aspect précis ? Pas trop, parce que d'abord, évidemment, on est vraiment dans la prérogative de l'État de définir. Mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui au cœur des préoccupations. On est plus sur des préoccupations d'information du public, de mise en conformité du code minier, du code environnemental. Enfin, ce sont les propos exprimés relèvent plus de ce domaine que du domaine de la stabilité fiscale et réglementaire, à ce stade. C'est pourquoi j'attire votre attention plus particulièrement sur ce point. L'information du public. Mes chers collègues, est-ce que vous avez encore des questions ? Oui, toi, vas-y. Simplement, vous avez dit en introduction que il n'y a pas un cadre fiscal. Simplement pour rappeler quand même qu'il y a dans la loi de finances de 2011, donc il y a une répartition 50-50 État-collectivité sur une assiette de 12%. Alors, si on retient cet aspect fiscal, et sur la pratique un peu qui existe en France, parce qu'on a fait une analyse comparative sur les formes juridiques, est-ce que vous pouvez nous éclairer, selon vous, quel serait le meilleur dispositif, sous forme de concession, sous forme de partage des bénéfices? Donc peut-être nous éclairer par rapport à vos pratiques ailleurs, et aussi un éclairage sur ce comité de suivi qui est actuellement en place en Guyane. J'ai une question, comment percevez-vous la position des pouvoirs publics à l'intérieur de ce comité de suivi et par rapport à ce projet industriel? Est-ce que vous êtes bien accompagné? Est-ce que donc, vous avez un certain nombre de réponses? Donc en fait, je veux votre analyse. C'est une question ouverte sur l'évolution donc de ce comité de suivi, et devrait-on s'orienter vers une gouvernance décentralisée, comme c'est un peu le cas aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, à partir donc, de cette expérience en Guyane? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer? Alors, on ne vous demande pas de légiférer, nous allons le faire, mais peut-être en tant que pratiquant dans d'autres pays, quel serait d'après vous le meilleur dispositif? D'accord. La conclusion de notre débat. Alors, premièrement, nous nous accommodons fort bien d'un système de concession. Et il a, en général, beaucoup d'avantages. De notre point de vue, nous qui connaissons les systèmes divers et variés, c'est un très bon système. Donc, le principe aujourd'hui qui est d'avoir des permis exclusifs de recherche, puis
si l'on découvre, donne un droit à demander une concession, etc., qui est instruite, est un bon système. Lorsqu'on parle de 12%, beaucoup de gens trouvent ça faible. Parce qu'on entend des taux de prélèvement de 85%, de 60%. Et donc 12, ça paraît faible. Mais je rappelle qu'en France, on parle de 12% du chiffre d'affaires. Alors que ceux qui parlent de 60-80% parlent 60-80% du bénéfice. Ce qui est complètement différent. Donc beaucoup de gens pensent qu'il faudrait taxer 70% du chiffre d'affaires. Et là, je vous garantis qu'il n'y a aucun investisseur. D'abord, vous voyez que si je prélève 70% de chiffre d'affaires, il n'y a aucune chance de financer un investissement de 10 milliards. Donc je pense que le système actuel est en fait pas mal. Il y a un cap à 12%, taux à définir en fonction justement de ces composantes essentielles qui sont l'investissement, le coût de développement, etc. etc. Après, j'ai noté bien sûr que le législateur avait prévu des retombées locales. Et là, à titre vraiment personnel, pour le coup, parce que nous, vous savez, il y a un prélèvement, on le paye. Mais maintenant, en tant que citoyen, je trouve bien qu'il y ait des retombées locales. Parce que mon expérience dans d'autres pays, c'est que lorsqu'il n'y a pas un lien entre l'activité et les revenus locaux, il y a frustration. Parce qu'on pense toujours que c'est l'autre qui profite de la situation. Donc, j'ai noté ça, par exemple, par rapport à la taxe professionnelle, où nous avions des maires qui soutenaient nos projets parce qu'ils voyaient un lien direct entre soutenir un projet et un revenu. Aujourd'hui, ce lien a été atténué. Et donc, si je prends l'analogie pour nos activités, c'est un peu pareil. Il faut quelque part qu'il y ait un lien. Alors, le lien est à définir, mais moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce lien. Voilà ma petite observation très personnelle, là, pour le coup. Une petite question. Toujours par rapport à la présentation de nos travaux avec mon collègue Georges Patient. Bon, nous ne sommes pas des experts, mais ce qui en ressort, c'est que pour vous, mais pour le public, on se perd dans le code minier, notamment par rapport à cette activité d'hydrocarbures. Est-ce que vous serez favorable à ce qu'il y ait une loi ou un chapitre dédié dans la réforme du code minier à cette exploitation donc d'hydrocarbures, ou bien offshore, voilà, ou bien ça vous convient, vous arrivez à vous retrouver dans ce code minier actuel, ou bien un peu comme le Brésil par exemple, où est-ce qu'ils ont une loi spécifique de 2010, ou bien d'autres pays qui ont des chapitres dédiés à cette activité, ou bien ça vous convient tel que les articles sont noyés. Georges Patient pose une question sur le même sujet. En sus de cette fameuse redevance de 12%, je participe au groupe informel sur la réforme du code minier. On parle de plus en plus de la prise en considération d'un certain nombre d'autres externalités, comme l'après-exploitation, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, j'ai l'impression que les évolutions récentes du code minier ont plus servi à insérer nos projets que l'inverse. Hein. Je dirais que c'est un peu le projet Guyane qui a créé un peu d'énergie sur une refonte du code minier. Enfin, récemment, je ne suis pas assez ancien dans le domaine pour savoir ce qui se passait avant. Maintenant, je me méfie un peu des lois qui cherchent à tout résoudre. Le nickel, c'est pas la même chose que le pétrole offshore. Alors, je ne sais pas si le législateur a les moyens de faire quelque chose de simple, stable et qui marche pour tout. Mais intuitivement, il me semble que l'offshore a quand même des spécificités. On sait qu'après l'exploitation, bon, les opérateurs sont partis et ont laissé en déshérence une grosse partie du territoire. J'ai un autre exemple, on sort de l'exploitation offshore effectivement, mais par exemple, ce qui nous est dit, on a un certain nombre d'interpellations qui nous arrivent de syndicalistes, notamment du site Petroplus. Il semblerait que le sol est très pollué et que vous ne voulez pas participer aux frais de dépollution qui seraient aux frais de l'État et qui sont énormes. Alors je vous remercie infiniment pour cette question parce que vous m'offrez une magnifique tribune pour clarifier tout ça. J'ai pas eu le temps de vérifier. Et puisque vous êtes là, Monsieur le Président, on sort peut-être du sujet, mais peut-être pas tant que ça. Il y a des sommes énormes qui nous sont données
Et c'est l'État qui devrait payer, puisque bon, il y a faillite, etc. Enfin, permettez-moi déjà de clarifier tout ça. D'abord, je vous rappelle que nous avons vendu ce site il y a presque 5 ans, d'accord, et que nous avons parfaitement respecté la loi. Donc, et nous avons une dette nulle. Shell n'a pas de dette juridique, non. Après, il faut voir que, je prends l'exemple de la raffinerie de Reichstett, qui a fermé récemment. Ce que tout le monde a tendance à oublier, c'est que les terrains ont une valeur. Tout le monde pense coût de remise en état des terrains, mais personne ne pense à valeur des terrains remis en état. Si vous prenez l'exemple de la raffinerie de Reichstett, qui est un exemple concret et en cours, aucun contribuable ne va payer un centime pour la remise en état des sols. Pourquoi? Parce qu'une personne a racheté le terrain pour 1 euro et va le revendre au prix de la dépollution. La valeur de la réserve foncière est supérieure au coût de la dépollution. Donc il n'y a aucune dette. Ce serait ignorer la valeur des terrains. Donc Shell n'a aucune dette, le contribuable n'a aucune dette à honorer. Il y a simplement, s'il n'y a pas de projet de reprise de ce site, et j'espère qu'il y en aura un, mais s'il n'y en a pas, ça veut dire que quelqu'un se portera acquéreur de ce site, financera la dépollution sur ses fonds et revendra le terrain à un prix supérieur ou égal au coût de sa dépollution. Et il n'y a pas de dette là-dedans. Et c'est d'ailleurs, je pense... Donc je ne vois pas en quoi quelqu'un peut me dire que je laisse une ardoise à quiconque. D'abord, il n'y a pas d'ardoise, et en plus, ce n'est pas moi qui la laisse. Je rappelle que je respecte la loi, et que la loi, pour un site classé, stipule que c'est le dernier exploitant qui est responsable. Vous n'aimez peut-être pas la loi, mais vous ne pouvez pas m'accuser de ne pas la respecter, enfin de la respecter. On est bien d'accord. Je ne vous ai pas interpellé en ces termes, Monsieur le Président, j'ai bien compris. Mais voilà. Justement, puisque nous interrogeons sur une évolution éventuelle de la loi, c'est à ce propos-là que je posais la question. Oui, mais la loi peut évoluer. Un cas de figure. Bon, voilà, vous avez... J'ai bien compris qu'il y a aujourd'hui un autre exploitant et que vous avez vendu et que c'est plus vous. Mais le fait est que voilà, on a une question, puisqu'on se pose la question de faire évoluer la loi, on a une question là. Qui va payer, dans le cas précis, pour la dépollution de ce sol? C'est l'État, sachant que l'actuel, enfin que les Pétroplus est en faillite, quoi, et qu'on est en... S'il n'y a pas de repreneur. Je posais cette question. Oui, vous avez l'exemple de Reichstett, puisque c'est une question qui le liquidateur. Pour le législateur. Je ne vous ai pas dit que vous ne respectiez pas la loi. Mais Non, mais regardez Reichstett, le liquidateur a vendu le terrain à une société dont le métier, c'est de revitaliser des friches industrielles. Et cet opérateur le fait parce qu'il y retrouve son compte. Donc il a trouvé dans la valeur immobilière de ces terrains suffisamment de motivation pour financer la dépollution. Voilà, donc il ne faut pas oublier la valeur du terrain. C'est comme si j'ai l'impression qu'on parle d'une décharge et dont on n'y aurait qu'un coût à assumer, mais aucune valeur à en retirer. Si vous pensez à ce site à Petit-Couronne, c'est un site absolument majeur en termes de localisation, porte de Rouen, porte de Paris, proximité de la Seine, des autoroutes, chemin de fer. Enfin, il a tous les atouts pour en faire un développement multimodal. Et cette valeur est très significative. Donc, il y a le discours qui consiste à un discours revendicatif qui cherche à pointer le doigt sur quelqu'un, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de dette et que je ne vois pas en quoi le contribuable devrait être amené à payer quoi que ce soit. Je connais des gens qui sont prêts à apporter des projets. Ces projets, bien sûr, ne sont pas développés puisqu'il faut d'abord attendre la conclusion de... alors après, vous pourriez changer la loi pour dire que sur un principe pollueur-payeur. Mais si cette loi avait existé il y a 5 ans, pour nous, ça n'aurait pas été un problème, puisqu'on aurait peut-être conservé une forme de dette, là pour le coup, mais nous aurions ajusté notre prix de vente en conséquence, et peut-être que nous porterions acquéreur du terrain pour 1 euro pour réaliser l'opération juridique, ou nous sous-traiterions à quelqu'un le fait. Donc ça ne change rien. Sauf que ça vous rend la vie beaucoup plus difficile, parce que vous allez devoir remonter sur 50 ans pour savoir qui a été présent sur 50 ans. Alors que le fait d'avoir un dernier exploitant, c'est au moins simple de ce point de vue. Alors quand il a fait faillite, il y a la logique de la liquidation qui interfère, mais c'est finalement un système plutôt bon. Très bien. Mes chers collègues, s'il n'y a pas de questions rentrées, nous allons mettre un terme à cet entretien en vous remerciant beaucoup, Monsieur le Président, vous et vos collaborateurs.
Je pense que ce rapport d'étape est tout à fait utile pour notre délégation. Il y aura d'autres étapes et nous vous solliciterons sans doute dans le courant de l'année 2013 pour voir comment s'est traduit concrètement ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. Voilà pour l'audition de Patrick Roméo, le président directeur général de Shell France, qui défend un projet de forage pétrolier en Guyane. Vous pourrez évidemment la revoir à tout instant sur notre site publicsena.fr. Très bonne matinée à tous sur notre chaîne.